Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette deuxième journée des Assises québécoises de l'économie circulaire. Mon nom est Marie Grégoire, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Je vous imaginais hier déjà prendre plein de notes, déjà céduler des rencontres pour être en mesure de revoir vos processus, de regarder des choses parce que vous aviez été inspirés, parce qu'hier, on a fait le tour du monde. On a regardé comment on pouvait faire pour se nourrir de façon circulaire, se vêtir de façon circulaire, se loger de façon circulaire et même regarder un plan de relance d'infrastructures de façon circulaire. Et moi, je trouve qu'il y a eu des choses tellement inspirantes qui ont été dites. Et ça va être la même chose aujourd'hui. Sachez qu'on va parler de la mobilité. Hein, c'est une grande source de contribution de GES. Alors, comment on fait pour rendre ça aussi, pour être en mesure de briser ce cycle, pas ce cycle, mais plutôt cette vision linéaire? On va regarder ça ensemble. On va parler des boucles courtes. On va parler du territoire. Comment on fait pour travailler avec nos voisins pour être en mesure de trouver des gisements, puis peut-être contribuer à une production qui a une empreinte écologique beaucoup moins grande. On va parler d'obsolescence programmée. Ça, c'est un peu mon dada aussi. Et d'éco-conception, parce que évidemment, quand on y pense à la source, c'est pas mal moins compliqué après. Et d'outils financiers pour être en mesure de se donner des fois la petite poussée dont on a besoin pour accélérer le changement. Évidemment, plusieurs d'entre vous étaient déjà avec nous hier, mais là, on va quand même refaire la petite mécanique parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous aujourd'hui et c'est important de tous avoir la même information. Alors, je le rappelle, là, on veut faire en sorte que vous soyez très près de nous, que vos interventions résonnent. On veut que vous soyez pratiquement capable de parler à votre voisin pour dire « Hey, c'est bon cette idée-là ». Alors, on veut que vous puissiez nous parler à travers donc la section du clavardage. Puis, il y a des gens qui sont là, donc Étienne et Hélène, qui sont vos voix et qui vont relayer vos questions, vos commentaires à chacun de nos panélistes. On va aussi, pour garder le pouls, s'assurer de faire des petits sondages une fois de temps en temps. Avant les panels, on va voir ce que vous en pensez. On va tester vos connaissances aussi pour voir si vous suivez bien. Et on va, évidemment, on a des conférenciers de partout dans le monde. Il y a de la traduction simultanée, des participants aussi qui peuvent être anglophones. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir la traduction simultanée, c'est disponible sur la plateforme. Si vous voulez pas voir justement cette traduction-là, c'est la piste 3 que vous devez choisir. Pour creuser certains sujets, parce que vous allez voir, il y a de la matière, mais il y a encore plus de matière en dessous. Alors, il y a une plateforme qui vous permet d'aller chercher plus d'informations et aussi en connaître davantage, si vous le voulez, sur nos conférenciers, voir leur biographie.
Si jamais vous avez manqué un petit bout, parce qu'on le sait, on est en télétravail, ça se peut qu'il arrive quelque chose à la maison, ça se peut que les enfants soient avec vous, alors il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir regarder ça à nouveau, aller chercher les différents segments qui sont importants pour vous, parce que du 1er juin au 31 juillet, les assises vont être en rediffusion. Et si vous avez des problèmes techniques, il n'y a pas de problème, on est là pour vous aider. Alors, vous allez sur la plateforme Eluxi, il y a un petit icône bleu en bas de la page droite, et donc, vous pouvez appeler à l'aide, ça a l'air que c'est hyper efficace. On a des gens ici qui l'ont testé, puis ça fonctionne très bien. Si vous voulez partager l'information, évidemment, ou les coups de cœur que vous avez par rapport à certains projets, à certains conférenciers, n'hésitez pas. Le mot-clic, c'est économie circulaire QC21. Comme ça, on va être en mesure de retracer tout ce que vous nous avez dit. Notre événement rencontre la norme BNQ. Donc, c'est classifié au niveau 4 par le Réseau des femmes en environnement et son Conseil québécois des événements éco-responsables. Alors, on y va sans plus tarder et on a le plaisir d'avoir avec nous en cette deuxième journée des assises Monsieur Benoît Charette, qui est le député de Deux-Montagnes, mais qui est ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Monsieur Charette est également ministre responsable de la région de Laval et de la lutte contre le racisme depuis février 2021. Il chôme pas, alors on est très content de l'avoir avec nous. Alors, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Madame Grégoire. Un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Vous allez me permettre quelques salutations d'usage. Madame la présidente directrice générale de Recyc Québec, chère Sonia, chère conférencière, conférenciers, participants. Donc, c'est un plaisir pour moi, au nom du gouvernement du Québec, de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième journée des Assises québécoises de l'économie circulaire 2021. Félicitations d'ailleurs et merci aux personnes qui contribuent à la tenue de cette activité. Je suis très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux pendant ces assises à vous pencher sur les possibilités de l'économie circulaire au Québec. Certains d'entre vous, vous joignez à nous de l'extérieur du Québec. Vous êtes également les bienvenus. C'est un plaisir de vous savoir parmi nous. Je suis également particulièrement fier de prendre la parole à cet événement qui témoigne de la vivacité que représente ce nouveau modèle d'affaires au Québec. Il est la preuve qu'une fois de plus, économie et environnement peuvent faire très bon ménage. Il constitue également une occasion unique de faire un état de situation, de partager les initiatives innovantes et de déterminer les occasions à saisir pour les citoyens, les municipalités, les entreprises et les organismes. L'économie circulaire est aussi un facteur essentiel de la transition vers l'économie verte pour mes collègues du gouvernement et moi-même. Grâce à elle, nous pouvons réduire notre dépendance aux ressources non renouvelables et nos impacts sur l'environnement tout en créant des emplois de qualité. Nous contribuons tous ensemble à changer le visage de l'économie. D'ailleurs, plusieurs politiques publiques viennent appuyer son essor, notamment dans le domaine de la recherche et de l'investissement. Récemment, nous avons annoncé la création d'un réseau de recherche québécois en économie circulaire. Il a le mandat de nous accompagner dans le déploiement de ce modèle économique en établissant les connaissances nécessaires pour accélérer le développement de solutions concrètes. Dans le cadre de ces assises, Recyc Québec a également présenté le tout premier rapport sur l'économie circulaire au Québec. Il nous donne le point de départ à partir duquel il faut démarrer pour progresser. De nombreuses actions sont déjà en branle sous l'égide de Recyc Québec. Les projets de synergie industrielle en sont des exemples et représentent des bougies d'allumage majeures qui permettront de provoquer un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Il nous paraît aussi important de planifier nos interventions en tant que gouvernement. À ce titre, nous avons la volonté d'établir une feuille de route qui nous permettra d'intervenir sur plusieurs facettes de l'économie, comme par exemple sur l'approvisionnement responsable, qui peut créer des effets de levier importants dans la circularité des matières, puisque le gouvernement est un des plus gros donneurs d'ordre au Québec. Cette feuille de route fera partie de la stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 et l'économie circulaire est aussi un outil qui nous permet de réduire la pression que nous exerçons sur l'environnement. Elle s'inscrit en complément du plan pour une économie verte 2030 qu'on appelle le PEV et qui prévoit le déploiement de l'électrification de notre économie et le développement
d'autres énergies renouvelables. L'économie circulaire vient aussi compléter l'écosystème de la gestion des matières résiduelles. En effet, le gouvernement a fait l'annonce des réformes de la consigne et de la collecte sélective qui prévoient le développement de débouchés réintroduisant ainsi les matières dans l'économie plutôt que de les envoyer à l'enfouissement. Au-delà de ces réformes, nous réfléchissons déjà à la prochaine révolution. Il y a eu la deuxième voie avec le recyclage que nous voulons le plus possible local, de même que le réemploi des matières récupérées. Il y a la troisième voie avec la valorisation de la matière organique pour laquelle nous déployons les infrastructures, les collectes et les moyens d'utiliser le compost au Québec. Et aujourd'hui, nous commençons à imaginer la quatrième voie qui visera à détourner ce qui n'aura pas pu être valorisé en amont. L'économie circulaire y jouera sans aucun doute un grand rôle. Dans la perspective d'acquérir cette vision à long terme, j'ai déjà mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement en décembre dernier. Il va nous aider à aborder spécifiquement l'enjeu de l'élimination des matières résiduelles avec un regard neuf. Au cours des prochaines années, des actions d'envergure seront encore nécessaires. Nous aurons certainement besoin de vous tous pour nous accompagner dans nos réflexions. Et n'oublions pas également que la population compte sur nous, sur ces enjeux. Donc, une très belle journée à vous, de bons échanges et à bientôt en personne, je l'espère bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Benoît Charette. Parce que oui, on espère qu'on pourra être tous ensemble aux prochaines assises. Comme ça, on sera en mesure d'échanger, d'être capable d'entendre et de sentir l'environnement, comment les gens reçoivent les différents messages. Alors, on apprécie beaucoup que vous ayez été avec nous. Merci infiniment. Et on enchaîne, nous, avec justement un des éléments dont le ministre a parlé, qui sont ces boucles courtes, ces symbioses qu'on a, ces synergies qu'on a sur les territoires. Et j'ai une petite question pour vous. Alors, c'est ici qu'on commence à vous engager dans la conversation. Alors, on y va avec un petit sondage qui est dans justement votre section clavardage avec Slido. Alors, combien de synergies, donc échanges entre entreprises, ont été réalisés au Québec? Alors, combien de synergies ont été réalisées au Québec? Et on a un choix de réponse, on vous aide quand même un peu. Donc, A, 365, B, 420 et C, 722. Et vous allez voir, la réponse est dans les présentations qu'on va avoir justement parce qu'on le disait, les principes de l'économie circulaire, c'est de favoriser des boucles courtes, des boucles locales, parce qu'on veut être capable de créer ces synergies entre les différentes organisations sur un territoire. Donc, les villes, les régions, c'est des lieux tout indiqués pour déployer de l'économie circulaire. Puis on l'a vu, il y a plusieurs municipalités au Québec qui s'en sont fait les champions, des MRC, des organismes économiques aussi. Et c'est de ça qu'on va parler, donc de ces différentes initiatives, de ces différents modèles qui sont mis en place. Et on va avoir trois femmes engagées dans cette façon de faire les choses, dans ces symbioses. Et on y va sans plus tarder avec une passionnée. Je vous le dis, une passionnée depuis toujours sur les questions environnementales, Claude Maheu-Picard, qui est ingénieure de formation. Elle a joint en 2005 le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, où elle dirige une équipe d'experts en valorisation des résidus de tout type. Et sa recherche de solutions, ben c'est quoi? C'est de passer par l'innovation avec des façons viables de voir les choses. Alors, elle croit en l'innovation ouverte et la communication scientifique. La parole est à vous, Madame Maheu-Picard. Bonjour, merci Madame Grégoire pour cette introduction. Bon matin tout le monde, merci d'être là. Je vous imagine tous avec votre premier café ou peut-être deuxième café à la main pour discuter de comment on peut introduire, comment on amène ça l'économie circulaire dans les territoires. Vous nous connaissez peut-être, d'autres peut-être pas, mais le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, en fait, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille en économie circulaire. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et organisations à détourner leurs résidus de l'enfouissement. Vous remarquez que je ne parle pas de déchets, mais on parle de résidus et on parlera prochainement de ressources, j'espère. Et puis, de la manière dont on le fait, on regarde le potentiel de ces matières-là
Est-ce qu'elles peuvent devenir de nouveaux produits à être utilisés par d'autres? Donc, on a une équipe de chercheurs, d'ingénieurs, des chimistes, des techniciens, des laboratoires pour mettre en œuvre cette écologie industrielle et détourner au maximum des matières de l'enfouissement. C'est vraiment là qui est le cœur de notre mission. Donc, on a, par la force des choses, aussi développé un axe sur les procédés propres, parce que parfois, on ne peut pas utiliser une matière telle qu'elle, il faut soit la décontaminer, la traiter. Donc, ça, c'est un volet un petit peu plus technologique de notre centre de recherche. Et au fil des années, je vous dirais qu'on s'est rendu compte que la symbiose industrielle avait un intérêt un potentiel important au Québec. Je m'explique. Quand on trouve des solutions, par exemple, pour trouver un débouché à un résidu, bien, parfois la solution, c'est qu'il puisse être utilisé par quelqu'un d'autre, que ce soit tel quel ou simplement transformé. Donc là, on vient de créer une synergie. Et puis, on s'est dit, bien, si on allait systématiquement étudier sur un territoire donné, un parc industriel, une ville, une MRC, toutes les ressources qui sont disponibles, qui puissent être utilisées par d'autres, bien là, on vient de créer comme une symbiose, puis on viendrait optimiser la gestion des matières dans un endroit donné. Et donc, c'est ça, la symbiose industrielle, en fait. Et je vous dirais, je mentirais si je disais que le CTTI est le créateur de la symbiose. Ce n'est pas le cas. Notre grand cas modèle à travers le monde, c'est celui de la ville de Kalundborg au Danemark, qui a instauré ça dans les années 70. Et puis, c'est un cas qui a été beaucoup étudié, beaucoup reproduit ailleurs dans le monde. Et puis, donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est que oui, c'est possible d'avoir des échanges de ressources. Et puis là, on ne parle pas seulement qu'il y a de matières résiduelles, mais ça peut être de l'eau, de l'énergie, des ressources humaines. Donc, comment on déploie ça? Au Québec, on en est maintenant à plus d'une vingtaine de projets répartis sur différents territoires. Là, donc, vous le voyez par la carte là, du Québec qu'on voit à l'écran présentement. Donc, ça va vraiment de l'Outaouais à la Gaspésie et tous les endroits possibles entre les deux. Et puis, vous comprendrez évidemment que chaque territoire a ses spécificités, a ses types d'industrie, types d'activités économiques, différents types d'acteurs qui sont impliqués. Donc, chaque territoire est unique et a sous-développé sa propre saveur, je vous dirais, au niveau des symbioses industrielles. Puis, ça les a amenés au fil des temps parce qu'il y a des projets qui ont démarré déjà en 2008. Si on pense à la Naudière, si on pense au Kamouraska, à Bécancour. Donc, c'est des projets qui ont beaucoup d'expérience maintenant et puis qui nous amènent encore plus loin. Donc, l'ensemble de ces projets-là sont regroupés sous la communauté Synergie Québec. C'est vraiment une communauté de pratique où les gens s'échangent des bonnes façons de faire, des outils, parce qu'on a beau implanter des synergies, on a besoin d'indicateurs. Combien de tonnes on a détourné de l'enfouissement? Combien de gaz à effet de serre ont été évités? Combien d'entreprises ont participé? Combien on a généré d'économies? Alors, le dernier bilan qu'on a réalisé, pour 420 synergies réalisées, on a eu 4,5 millions de dollars économisés auprès des entreprises, ce qui est quand même considérable. On parle de 12 000 tonnes de gaz à effet de serre évitées, 14 000 tonnes de matière détournée de l'enfouissement. Donc, c'est le genre de retombées qu'on peut obtenir avec les projets de symbiose industrielle sur les territoires. Notre rôle à nous là-dedans, c'est d'accompagner la communauté de pratique pour évaluer, par exemple, la faisabilité technique, économique, créer des outils. On travaille beaucoup sur des calculs d'indicateurs et on a une chaire de recherche en écologie industrielle et territoriale qui nous permet d'utiliser la communauté comme un laboratoire vivant. C'est-à-dire que nous, on développe des outils, la communauté les teste pour nous, puis notre rôle, c'est vraiment de faciliter le travail de ces animateurs-là. Tous les projets de symbiose sont portés par des animateurs qui font un travail incroyable sur le terrain parce que tout se passe dans la relation, les liens qui vont être développés entre les entreprises. Donc, les animateurs vont chercher l'information sur les matières, créer les maillages, créer les occasions d'affaires, vont animer des ateliers de maillage. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs à la diapo précédente. Donc, leur rôle est très important. Je vous dirais qu'au fil du temps, il y a certains territoires qui ont développé progressivement d'autres stratégies de l'économie circulaire. On vient de débuter il y a quelques semaines à peine un projet sur l'économie de fonctionnalité avec 6 territoires, donc le Kamouraska, Brome-Missisquoi, Montérégie, Lanaudière, Montréal, Capitale-Nationale.
Donc, là, on va déployer l'économie de fonctionnalité auprès de 24 entreprises qui vont être accompagnées par un spécialiste d'économie circulaire et un spécialiste du développement économique. Mais je vais laisser ma collègue Émilie Dupont vous en parler un petit peu plus tard. Quelques exemples de qu'est-ce que ça peut être une synergie. Donc, tout est dans la question de... En fait, la seule limite, c'est notre imagination. Dans la région de Victoriaville, par exemple, une microbrasserie a créé une bière à partir de résidus de pain. Donc, il remplace une partie de l'orge par le pain. On a aussi une entreprise qui avait des résidus de plaquage, mais on en a fait des produits de vannerie, des produits de revêtement pour des panneaux acoustiques là, dans des salles de spectacle. On a du marc de café qui sert à faire pousser des champignons. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais quand je vous parlais tout à l'heure des 420 synergies, eh bien, il y en a 420 comme ça qui ont été implantées au Québec dernièrement. Et puis, hier, on lançait justement notre recueil, notre dernier recueil tout chaud, où on présente une trentaine de synergies réalisées au Québec. Donc, c'est un travail collaboratif, je dirais, un ouvrage collectif. Et puis, pour chaque cas, vous trouverez quels ont été les défis, comment la synergie s'est concrétisée et quelles ont été les retombées pour chacune d'elles. Et puis, ça me permet de mentionner que dès le début de la pandémie, on a pu constater que ce réseau-là, des animateurs de symbiose et des liens qui sont créés avec les entreprises, a permis à beaucoup d'entreprises de tirer leur épingle du jeu, de se revirer sur un dissous, comme on dit, et puis de transformer leur activité pour pouvoir aller chercher des opportunités du contexte. Par exemple, le cas qui est à l'écran, une entreprise qui voulait fabriquer des alcools désinfectants, mais cherchait des sources de matières organiques fermentescibles pour pouvoir traiter, pour pouvoir créer son produit. Et rapidement, la communauté s'est mobilisée. Les matières ont été triées, décortiquées, testées, et puis on a eu un beau succès là-dessus. Mais en terminant, je vous dirais que pour les territoires, qu'est-ce que ça apporte d'implanter des symbioses industrielles? Évidemment, une gestion optimisée des ressources, une meilleure gestion. On accroît la résilience des entreprises, des organisations, la résilience aux soubresauts économiques, aux soubresauts sanitaires même. Et puis, je pense que ça permet aussi que chaque territoire développe son expertise. Si on pense aussi aux agents éco-leaders qui sont présents partout, ça fait qu'on a vraiment une belle expertise de proximité avec les entreprises. Je vous laisserai là-dessus. Merci. Beaucoup, Claude. D'ailleurs, vous nous avez donné la réponse à notre question, combien de synergies au Québec? 420. Donc, 420 synergies qui peuvent inspirer des gens et, comme vous l'avez dit, rendre des territoires résilients, des entreprises résilientes, parce qu'on parvient à s'approvisionner à proximité avec des matières. Puis moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, la seule limite, c'est l'imagination, parce qu'effectivement, il y a peut-être des matières chez notre voisin qui pourraient être utiles dans notre chaîne d'approvisionnement. Puis il s'agit juste d'ouvrir un peu ses horizons et d'adapter avec la recherche et le développement, comme vous l'avez dit, pour être en mesure de mettre ça en application. Alors, merci beaucoup, Claude. On vous retrouve tantôt pour la période de questions. Et on enchaîne, et Claude y a fait référence, avec une représentante du Kamouraska. Alors, Émilie Dupont, qui est diplômée d'ingénierie du développement territorial de l'Institut national du développement local d'Agen en France. Mais elle, c'est la bougie d'allumage un peu dans le Kamouraska parce qu'elle a très tôt intégré les principes de développement durable dans sa pratique de conception et du développement du territoire, ce qui a contribué à faire naître la démarche dont elle va nous parler, la démarche d'économie circulaire au Kamouraska. Émilie, à vous la parole. Merci Marie, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous emmener au Kamouraska et au Bas-Saint-Laurent ce matin. Alors, une première image pour vous, c'est l'image de la symbiose industrielle du Kamouraska. C'est un peu pour imager ce que vient de dire Claude, ce réseau d'organisations maillées entre elles par des échanges. J'attire votre attention sur plusieurs éléments. D'abord, la diversité des acteurs. On a là-dedans des très grandes entreprises, des moyennes entreprises, des très petites entreprises, des artistes, des artisans, des institutions, des entreprises d'économie sociale qui sont importantes, des centres de recherche, et c'est tout ça qui fait que ça fonctionne, ce réseau-là. Évidemment, on collecte des données stratégiques et ça nous permet de déceler des opportunités, parfois des nœuds, et donc de travailler là-dessus.
Évidemment, on accompagne les organisations puisque c'est de la gestion du changement. Valoriser des matières, oui. Optimiser, travailler en amont. Souvent, il y a des enjeux de logistique puisque faire des échanges de matières, eh bien, il faut pouvoir les trier, les séparer, les déplacer. Alors, ce sont des éléments pour lesquels on accompagne les entreprises. Et puis, Claude en a parlé, on calcule les gains environnementaux et économiques. Souvent, on fait même une estimation en amont pour que l'entreprise sache à quoi s'attendre quand elle passe à l'action. Au Kamouraska, la pérennisation de la symbiose industrielle s'est passée par une régionalisation. Donc maintenant, on travaille avec nos collègues des deux symbioses industrielles qui étaient actives au Bas-Saint-Laurent, donc Synergie Matani et Elim Conseil pour Rimouski-Neigette. Je les salue d'ailleurs. Et vous avez ici quelques images de matières avec lesquelles on peut travailler, que ce soit des éléments de l'industrie du meuble. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est un sous-produit du lin. Alors, c'est très teinté des matières régionales. Et je souligne ce qu'a dit Claude tantôt, c'est la force de la communauté Synergie Québec. Et eux aussi, je les salue parce que c'est beaucoup d'échanges ensemble et de bons coups et ça nous permet d'aller plus vite. Je veux aussi vous parler ce matin d'économie circulaire et de développement territorial et d'un élément qui nous distingue au Bas-Saint-Laurent, c'est Fab Région. Qu'est-ce que c'est Fab Région? Alors d'abord, c'est porté par le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. Et eux aussi, j'ai le goût de les saluer. Donc, dans la dernière année, on est devenu la première Fab Région au Canada. On a rejoint le réseau des Fab Cities, réseau mondial. Et en rejoignant ce réseau-là, on s'est donné comme objectif, en fait, c'est l'objectif du réseau. Alors, c'est d'ici 2054, qu'au moins 50% de ce qu'on va consommer dans la région soit produit dans la région, donc dans le domaine agroalimentaire, énergétique et manufacturier. Évidemment, il y a beaucoup de liens avec l'économie circulaire là-dedans, puisque pour se rendre à ça, il faut mobiliser les stratégies de circularité, qu'on pense à l'approvisionnement responsable. On va notamment pouvoir substituer certaines matières par des matières plus locales ou régionales. L'éco-conception, l'économie collaborative, évidemment entretien, réparation. Il y a des éléments qu'on ne produit pas en région, mais si au moins on est capable de prolonger leur durée de vie, ça va contribuer à cette autonomie-là. Le don, la revente, le recyclage, la valorisation, les symbioses industrielles, évidemment, l'autonomie, c'est deux variables, la production, la consommation. On comprend qu'il faut produire différemment, consommer différemment. Et tout ça, quand c'est fait en boucle plus courte, évidemment, ça a aussi des impacts sur les transports et donc sur les gaz à effet de serre. L'autre élément, c'est les créneaux d'excellence. Alors, il y en a dans toutes les régions du Québec. Ce sont des ensembles d'entreprises qui sont des moteurs des économies régionales, qui sont des grappes dans certains domaines. Donc, on les retrouve en production, transformation, innovation pour un certain secteur d'activité. Au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'en avoir 4. On a le créneau tourbe et substrat, le créneau de l'éco-construction, le créneau acéricole et celui des ressources, sciences et technologies marines. Et l'idée, c'est vraiment de collaborer avec eux pour plus de circularité dans ces chaînes de valeur. On a déjà commencé nos collaborations et on va beaucoup miser là-dessus dans les prochaines années pour augmenter la circularité au Bas-Saint-Laurent. Autre élément d'intérêt sur lequel on travaille au Kamouraska, c'est la myco-remédiation. Alors, myco, c'est champignons. Pour ceux qui ne savent pas, la MRC de Kamouraska a fait du myco-développement une de ses priorités. Et nous, on a la chance au Kamouraska d'avoir le centre de transfert technologique qui s'appelle Bioptère, qui travaille sur les bioproduits. Ce qui est intéressant, c'est que eux travaillent sur les mycotechnologies, donc l'utilisation des champignons pour certaines de leurs capacités. Et notamment avec eux, on travaille sur la capacité de ces champignons-là à casser le formaldéhyde, donc décontaminer le bois de particules. C'est un enjeu évidemment qu'on retrouve à peu près partout sur la planète et dans notre coin aussi, on a beaucoup de gisements de ces matières-là, que ce soit en post-production, donc des sous-produits d'entreprise ou en post-consommation, des sous-produits des citoyens. Et l'idée avec ce projet-là, c'est identifier des souches de champignons capables de dégrader ces matières-là.
on a réalisé cette étape-là. Maintenant, il faut passer à l'échelle industrielle graduellement. Et l'idée, évidemment, c'est pas de développer une méga usine à la Pocatière, mais plutôt d'être capable de développer des recettes, d'identifier la bonne souche de champignons et de pouvoir traiter sur site, peu importe où se trouveront les gisements problématiques, la matière, dans le but de les valoriser. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, ça c'est une autre des stratégies de circularité. Claude en a parlé aussi tantôt, puisque le CTTI coordonne ce nouveau projet-là au Québec. On a la chance de faire partie de ce grand projet-là avec les collègues du Comité 21, de Synergie Montréal, du CLD Brome-Missisquoi, du Conseil régional en environnement de la capitale-nationale et de l'ANODIER économique. Alors, l'idée, c'est, en bénéficiant de l'expertise des Français qui travaillent là-dessus depuis déjà plusieurs années, d'accompagner des entreprises, de développer une communauté de pratique au Québec. De quoi on parle exactement? Eh bien, c'est vendre la performance d'usage plutôt que le produit. Vendre des kilomètres plutôt que des pneus, vendre des luxes plutôt que des ampoules, vendre un service de transport frigorifique plutôt que des bagues de styromousse. Là, on est complètement dans un changement de paradigme. C'est un changement complet du modèle d'affaires puisque ce qu'on vend, on va le vendre différemment. On va donc le facturer différemment. On va capter la valeur différemment. Et le C de l'EFC est très important. Je vous donne un exemple. Quand je vous parlais du kilométrage des pneus, évidemment que si je reste propriétaire des pneus, je veux que vous en fassiez un usage optimal et donc je vais vous former à l'éco-conduite. Vous comprendrez que on est dans une coopération. Les organisations qui sont impliquées dans ce projet-là, on voit qu'il y a une certaine maturité des démarches et des organisations pour se rendre là. Et Claude en a parlé, c'est très important, et à la SADC du Kamouraska, on insiste là-dessus, c'est d'intégrer à l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire que c'est pas juste le département d'économie circulaire qui s'intéresse à l'économie circulaire, mais nos conseillers aux entreprises aussi. Et d'ailleurs, on travaille en binôme pour ce projet-là. Je vais terminer là-dessus. L'économie circulaire, c'est un moyen pour les territoires de travailler à leur résilience et à leur transition en transformant les systèmes productifs et consuméristes actuels. La réflexion autour de l'économie circulaire dans un territoire permet de rassembler les différents acteurs locaux autour des enjeux de ce territoire. Ça, c'est un texte de l'ADEME dans un guide méthodologique. Vous avez la référence. Évidemment, nous, on voit l'économie circulaire comme une boîte à outils, et c'est ça qui est intéressant dans cette idée de faire un changement profond. On veut aussi, en mobilisant les stratégies de circularité, créer des effets utiles, des cercles vertueux, des effets multiplicateurs. Je vous donnerai un exemple là-dessus. On parle d'achat local. Oui, acheter un produit localement, c'est bien. Quand le produit en question a été produit, transformé, distribué, consommé localement et géré en fin de vie localement, on comprend qu'on a augmenté la valeur ajoutée à chacune des étapes. Et encore une fois, ça a des impacts positifs sur les gaz à effet de serre. Et tout ça dans un esprit inclusif. On n'oublie pas notamment toutes nos entreprises d'économie sociale. Je termine par un rêve. Le rêve de passer des plans de gestion des matières résiduelles aux plans de gestion et d'optimisation des ressources. C'est ça. Et je répète, passer des plans de gestion des matières résiduelles aux plans de gestion et d'optimisation des ressources. Vous aurez compris que tout ce qu'on fait, c'est teinté par beaucoup de partenariats et de collaboration. On fait pas ça tout seul, c'est des changements de fond, mais on comprend que ça amène une espèce de dynamique vertueuse. Hey, merci beaucoup, Émilie, parce que justement, je m'étais pris une note, vous l'avez dit en conclusion, mais avec tous les gens que vous avez salués, on comprend que vous travaillez en collaboration et on comprend le respect mutuel qui s'installe dans ces collaborations-là et qui font qu'on va plus vite finalement. Puis c'est drôle parce qu'on dit souvent que normalement, en groupe, c'est plus long, mais on va plus loin. Vous avez rajouté, on va plus vite quand même parce qu'effectivement, d'engager, de mobiliser tous ces gens-là, ça finit par être un accélérateur. Merci beaucoup. On vous retrouve à la période des questions. Merci infiniment. Alors, on enchaîne maintenant, on voyage. Moi, je vous l'ai dit, on a fait le tour du monde hier et on continue de voyager parce que là, on part du Bas-Saint-Laurent
Et on vient ici à Montréal avec Josée Chiasson, qui est directrice de la mise en valeur des pôles économiques au service du développement économique de la Ville de Montréal. Elle a le mandat de développer des stratégies pour justement dynamiser les différents pôles et améliorer l'attractivité du territoire et de l'agglomération de Montréal. Elle compte 15 années d'expérience en développement économique. Elle est reconnue, évidemment, pour son leadership rassembleur et sa créativité. On l'a dit, finalement, c'est ça que ça prend. Hein? Sortir de la boîte, travailler ensemble. Alors, je pense que Josée allie tout ça. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Grégoire. Bonjour à tous. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner la perspective de Montréal en matière d'économie circulaire. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec Claude et Émilie qui ont fait des excellentes présentations juste avant. Donc, nous, à Montréal, cette démarche d'économie circulaire, elle est enclenchée depuis déjà quand même quelques années. Mais on considère qu'aujourd'hui, il y a un momentum pour aller encore plus loin puis amener l'économie circulaire. Puis en fait, notre objectif est simple, c'est de faire de Montréal la métropole la plus circulaire en Amérique du Nord. Donc, puis pour y arriver, ben ça nous prend un plan de match. Puis c'est un peu ce plan de match-là que je vais vous exposer. En fait, on parle de comme 4 piliers finalement essentiels pour être capable de déployer à un autre niveau, finalement, l'économie circulaire sur le territoire. Premièrement, ça prend vraiment un leadership fort, à la fois politique, mais aussi administratif. Une métropole comme Montréal, bien entendu, il y a beaucoup de services, beaucoup d'employés avec des objectifs, chacun avec des plans différents. Donc, pour nous, c'était essentiel de positionner l'économie circulaire dans le cadre de plusieurs des plans stratégiques de la ville. Donc, ici, vous voyez à l'écran, on parle de Montréal 2030. Ça, c'est le nouveau plan stratégique de la Ville de Montréal, donc qui est la nouvelle vision de développement pour une métropole là, inclusive, verte et prospère. Donc, on parle sur une échéance de 2030. Donc, l'économie circulaire est quand même un des volets importants parce que quand on parle de transformation de l'économie, c'est un vecteur qui est quand même où il y a un levier super intéressant. La même chose au niveau du plan climat, donc qui a été développé par le Bureau de la transition écologique et de la résilience au sein de notre équipe à la ville. Donc, on a aussi positionné l'économie circulaire au cœur pour être capable de faire, dans le fond, de contribuer à l'atteinte des objectifs. Puis, je vais vous parler un peu de ces objectifs partagés que nous avons. La même chose, puis Émilie, j'aime beaucoup ton commentaire sur le plan de gestion des matières résiduelles pour que ça devienne un plan de gestion des ressources. Donc, on est aussi dans cette optique-là où nous, on est arrimés avec le service de l'environnement pour travailler sur les matières, finalement, sur les ressources qui ont le plus de potentiel de valorisation. Donc, on est un arrimage sur l'ensemble de ces plans et bien sûr, le plan de relance économique de la Ville de Montréal, donc pour lequel on veut vraiment une économie plus verte et plus inclusive, mais c'est clair que l'économie circulaire est une des actions phares. Donc, c'est l'arrimage pour nous de tous ces objectifs corporatifs à la Ville. Donc, on travaille tous sur des mêmes objectifs, puis ici, on en partage quelques-uns. On vise, par exemple, le recyclage des matières organiques à 60% d'ici 2025 et à 100% d'ici 2030, en fait. Donc, il y a un potentiel de valorisation et de transformation. Le bioalimentaire, c'est un des secteurs qui est priorisé là, dans le cadre de notre démarche. On veut aussi contribuer à une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, c'est vers ces objectifs-là qu'on travaille et éventuellement vers la carboneutralité en 2050. Donc ça, c'est le premier élément là, des plans alignés à l'interne puis des objectifs partagés. Ensuite, je dirais que le deuxième élément hyper important, c'est d'avoir vraiment un plan structuré puis une feuille de route en économie circulaire, mais qui est partagée de tous, oui, à même notre organisation à la Ville, mais aussi avec la communauté. Donc, c'est pourquoi là, on va faire vraiment une démarche, on va prendre un petit pas de recul, mais en même temps pour aller plus loin puis plus en détail dans certains secteurs. On est notamment accompagné par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, pour vraiment venir nous soutenir dans la mise en place des indicateurs. Ça a été abordé dans les autres conférences aussi, l'importance de se mesurer pour partir avec des objectifs puis des cibles à atteindre.
Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre à jour le portrait de la situation. On a parlé de cartographie tantôt des projets d'économie circulaire. On est en train de mettre à jour la cartographie des projets à Montréal. On veut aussi identifier les opportunités, miser sur les forces de Montréal pour être capable vraiment de mobiliser l'écosystème et la communauté d'affaires finalement à saisir ces opportunités qui offrent finalement l'économie circulaire. Donc, c'est vraiment de se doter d'une feuille de route collective. On va aussi faire partie de la démarche ville et région. On est bien fiers avec, entre autres, qui est l'idée en partie aussi par Recycle Québec. Donc, l'idée ici, c'est aussi de travailler justement en écosystème. Donc, ça, c'est un des troisièmes piliers qui est hyper important. C'est l'écosystème fort, mais qui est soutenu aussi, que nous, on vise soutenir. Donc, en effet, là, on veut être capable de déployer différents programmes, fonds, des appels à projets aussi. Puis là, vous allez voir, je vais vous en parler d'une qui est en ce moment, pour être capable de vraiment déployer des initiatives qui vont faire émerger des projets d'économie circulaire. On veut travailler sur la réglementation, sur les politiques. Présentement, la Ville, on est en cours de révision de notre plan d'urbanisme et de mobilité, donc il y a une opportunité de faire des représentations pour faire évoluer certaines réglementations. Donc, c'est vraiment d'être capable de travailler sur tous ces fronts-là, d'être aussi en collaboration avec justement Synergie Québec. Depuis plusieurs années, nous, on travaille avec Synergie Montréal, qui a été développée par PME Montréal Est de l'île, qui est une initiative là, pour laquelle qui travaille justement très fort avec Synergie Québec, tout ça. Donc, l'idée, c'est d'être aussi d'apprendre des pairs, puis de partager pour aller plus vite tous ensemble. Le quatrième élément, c'est vraiment le financement. On parle beaucoup de finances durables, donc on veut être capable d'avoir des outils financiers qui vont permettre la réalisation de projets en économie circulaire qui sont parfois plus complexes, où le retour sur investissement est à moyen terme, donc d'être capable d'avoir des outils plus flexibles. Et c'est justement, nous, il y a quelques mois, on a mis en place, avec, bien entendu, c'est sous le leadership de Fonds d'action et Recycle Québec, mais on est devenu partenaire du premier fonds en économie circulaire au Canada. Nous, la Ville, on contribue à ce partenariat-là par le soutien, l'accompagnement qui est offert aux entreprises qui vont être financées, parce que ça compte pour beaucoup aussi d'être capable de valoriser puis de soutenir l'entreprise dans son projet. Donc, c'est l'accompagnement qui est justement offert par Synergie Montréal, mais on vise aussi mettre en place d'autres fonds en développement durable, que ce soit des subventions pour créer un levier, des appels à projets en lien avec des défis, comme je mentionnais plus tôt. Donc, d'être capable vraiment de mettre la finance aussi à contribution pour faire arriver des projets en économie circulaire. Donc, ça, c'est les 4 ingrédients qui, selon nous, sont essentiels là, pour atteindre nos objectifs. Donc, je terminerai justement en vous parlant je vous ai mentionné que la cartographie en économie circulaire à Montréal est en cours de mise à jour. Donc, cette présentation-là va être disponible. Donc, vous aurez accès là, au lien pour être capable, si vous avez des initiatives que vous souhaitez qu'on répertorie. Donc, on vous invite à le faire. Et aussi, pour les entreprises d'économie sociale, on a présentement un appel à projet qui est dédié aux entreprises d'économie sociale sous le terme de « Agir pour la transition écologique ». Donc, ici, on a les projets, l'appel à projet, en fait, on vise des projets pour venir soutenir jusqu'à 500 000 $ pour réaliser le projet qui vise finalement un objectif de transition écologique. Donc, là aussi, vous avez le lien pour avoir plus d'informations sur cet appel à projet. Donc, je terminerai là-dessus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs sur votre diapo. Écosystème, c'est une petite fusée, donc ça fait justement, on va plus vite, on se propulse en travaillant avec les autres. Je rappelle à tout le monde, vous n'hésitez pas. On veut vos questions. Étienne est là. Il va être votre voix pour justement vous faire entendre. Et c'est comme si vous étiez là, qu'il y avait un micro dans le milieu de la salle, puis vous pouvez venir vous présenter. C'est juste qu'il faut écrire votre petit commentaire, votre question pour qu'Étienne puisse la relayer.
Moi, j'ai une question pour vous trois. Vous nous avez parlé de la collaboration avec les scientifiques, vous nous avez parlé de l'écosystème, justement, de la collaboration entre les différents joueurs. Je me demande, c'est quoi le plus grand frein? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de bénéfices d'affaires. Moi, je suis une personne qui a grandi là, dans le milieu de l'entrepreneuriat et je me dis, il y a beaucoup de bénéfices d'affaires à le faire. Pourquoi il y a un frein? Pourquoi on a l'impression que après 1970 au Danemark, que finalement tout le monde ne fait pas ça? Qui a envie d'y aller en premier? Ah, je vais dire, tiens, je vais envoyer Claude sur la glace en premier. Oui. C'est une question existentielle, là, mais vraiment, moi, c'est. On a parlé de marier environnement, économie. Pour moi, c'est une question phare qui me rentre pas dans la tête. Il me semble que c'est logique au niveau des affaires. C'est certain que pour nous, ça fait du sens, là. C'est le gros bon sens, comme on dit. Mais je pense que le frein principal vient que les gens voient peut-être ça comme trop gros. L'approche qu'on préconise, c'est toujours d'y aller une étape à la fois. Parce que je pense, c'est pour ça que je crois que des événements comme les assises, comme ce qu'on est en train de faire, c'est de démontrer que c'est possible d'avancer, d'y aller à sa mesure selon ses moyens. Ça va bien si on s'entoure, il y a des experts au Québec, d'aller voir des gens qui ont déjà fait des choses, de s'inspirer, puis d'y aller une étape à la fois. Parce que sinon, ça paraît vraiment gros, puis ça peut créer des bloquants, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, il faut revoir nos processus d'affaires, il faut repenser nos façons de faire, nos procédés. Émilie, pour vous, quand vous allez voir des entrepreneurs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, la majorité veulent bouger, veulent faire des gestes, mais évidemment, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte de pandémie en plus. Alors, évidemment, ils ont besoin d'accompagnement pas à pas, pas juste leur montrer les potentiels, mais les accompagner. Je parlais des enjeux de logistique tantôt, c'est beaucoup quand il faut qu'à l'interne, tu changes toutes tes méthodes de tri des matières, par exemple, pour être capable de les valoriser. Non seulement c'est du temps, c'est des investissements. Alors, il faut que tu sois prêt à le faire. Il y a ça notamment. Puis pour les organisations territoriales, ben c'est sûr qu'il y a aussi des obligations réglementaires. Je parlais des PGMR, c'est une obligation. Hein. Alors, mais quand même l'idée de se projeter puis d'avoir de la vision, je pense qu'on est en train de placer les éléments pour le faire. Et puis les assises y contribuent évidemment. En tout cas, c'est ça, j'imagine, pour vous aussi, Josée, c'est de montrer les bénéfices d'affaires, de montrer qu'il y a un bénéfice dans la façon dans les nouvelles façons de faire, dans le fait de changer. Oui, tout à fait. Puis moi, j'irais aussi un peu plus loin sur la notion de données. Je pense que d'être capable d'avoir la donnée sur les opportunités, puis de créer les maillages, en fait, parce qu'on a quand même on a un réseau, un écosystème, mais d'être capable d'avoir cette donnée ouverte et partagée et pour maximiser vraiment les options, les opportunités de maillage. Puis on le voit souvent, ça peut même être des entreprises voisines, mais s'ils ne savent pas, ils saisiront pas cette opportunité. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion de donner, puis de partager, puis de communiquer sur ces opportunités. Étienne, est-ce qu'on a des questions du public? Absolument, Marie. On a une bonne question, en fait, très terre à terre sur comment opérationnaliser un échange, donc une synergie. Qui contacter, qui paye pourquoi, comment s'organiser. Donc, comment on rend ça concret pour quelqu'un qui serait intéressé à faire ce genre de projet? Pratico-pratique, peut-être au Bas-Saint-Laurent, là, j'imagine que vous avez dû faire ça, Émilie? Oui, ben c'est sûr, assurément. Alors, d'abord, le premier conseil, c'est contacter vos animateurs de symbiose industrielle dans les territoires. Ils sont évidemment habitués à ce genre d'échange-là. La première étape, c'est toujours de regarder ce qui rentre dans l'entreprise, ce qui sort de l'entreprise, et notamment les sous-produits ou résidus dont parlait Claude. Évidemment, tout ce qui se ramasse dans les containers ou les bacs, c'est des matières qu'on a payées comme entrepreneurs. Alors aussi, souvent, on leur démontre les enjeux économiques rattachés. Après, quand on leur a trouvé évidemment, on regarde toujours à l'interne ce qu'on peut optimiser. Hein, toujours, on n'oublie pas que la réduction toujours important dans ce qu'on fait. Et puis, quand on trouve des voies de valorisation, soit des échanges, soit des manières de valoriser les matières, on leur propose aussi, on les met en contact avec d'autres organisations, puis on propose aussi un aperçu logistique et des gains aussi. Ça, c'est toujours important pour l'entreprise pour passer à l'action. Est-ce que vous auriez voulu ajouter, Josée?
Ben, en fait, tout à fait. Je pense que c'est comme Émilie l'a dit, de notre côté, c'est Synergie Montréal à Montréal qui est l'organisme qui peut vraiment les accompagner. Puis l'idée, c'est de faire appel à des ressources, puis faire appel au centre universitaire aussi, d'être capable vraiment d'utiliser les ressources, l'expertise qu'on a au Québec. Puis je rajouterais un point là-dessus, c'est que le fait de travailler en réseau à l'échelle des territoires, c'est aussi que nous, souvent, on se rend compte que c'est pas une entreprise qui a le même problème ou le même sous-produit. Souvent, c'est plusieurs entreprises. Et à ce moment-là, on est capable de trouver des solutions en commun, ça baisse les coûts aussi et tout le monde y gagne. Exactement. On a encore d'autres questions, Étienne? Absolument. Donc, une encore très pertinente par rapport à l'approvisionnement public. Comment utiliser ce levier-là pour encourager les symbioses? Donc, quels seraient les leviers un peu réglementaires pour s'assurer que les matières circulent de façon le plus optimale possible? Claude, je pense que vous avez analysé ça un peu quand même. Oui, bien, c'est certain que nous, ce qu'on aimerait voir en place, ce serait une belle politique nationale là, qui appuie les symbioses industrielles pour que ça soit quelque chose qui aille au-delà de projets, hein, parce que présentement, on fonctionne par projet. Donc, à tous les 2 ans, on repart en ronde de financement. Ça mêle un petit peu ce réseau-là sur la sellette, là, je dirais. Donc, c'est l'idéal d'avoir une vision long terme qui peut nous amener à mieux planifier, garder nos ressources dans le réseau. Ce serait vraiment ça qui serait souhaité, là. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans les nouvelles tendances, là. Ce qu'on aimerait, c'est que ça devienne le nouveau réflexe d'affaires, qu'on n'ait plus qu'on n'ait plus à en faire la promotion, que ça soit la nouvelle façon de faire. Exactement, parce que c'est ça le défi, hein, d'en faire vraiment une pratique qui est, je peux pas faire des affaires si justement je vais pas voir s'il y a des gisements dans ma région, s'il y a pas de l'approvisionnement, plutôt que de sortir des ressources de la terre ou de créer des nouvelles ressources. Donc c'est ce déclic-là qui doit se faire. Josée, est-ce que dans le monde entrepreneurial, il y a pas une espèce, je sais pas, un déclic à créer de la part de, tu sais, peut-être aller chercher certains modèles, parce que vous en avez parlé, il y a des entreprises qui le font déjà, on l'a vu au Bas-Saint-Laurent, on le voit à Montréal, mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est naturel. Oui. Bien, je pense qu'avec la crise qu'on a connue, la crise économique, il y a quand même là un déclic, je pense, le mot relance économique verte et inclusive est sur la bouche de tous, là. Donc, je pense qu'il y a un déclic. Après ça, c'est le comment. Puis, je pense que l'aspect où ça paraît énorme, par où je commence, tu sais, c'est beaucoup, je pense, cet aspect-là où il faut démystifier que ça peut être très simple aussi, hein, des projets d'économie circulaire. On peut avoir des projets très, très simples et très complexes à la fois, là, mais donc, je pense qu'il faut démystifier ça. Puis, je me permets de répondre aussi à la question sur l'approvisionnement parce que je pense comme une ville, les gouvernements ont aussi un rôle à jouer en matière de commande publique, là. Donc, et là-dessus, nous, on a vraiment enclenché un chantier là, sur l'approvisionnement plus responsable pour venir vraiment arriver avec des propositions pour modifier parce que nos règles d'approvisionnement sont très encadrées par la loi. Puis, tu sais, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut, là. On ne peut pas juste, nous, ajouter nos propres critères. Donc, il y a vraiment un chantier énorme en ce moment qui avance. Puis, ça faisait partie de notre engagement dans le plan de relance parce que c'est un outil aussi de développement économique, la commande publique, là. Donc là-dessus, on aura certainement des avancées au cours des prochains mois et années à venir parce que c'est sûr qu'il y a des court, moyen, long terme là, dans ces démarches-là. Ah, ben, c'est un très bon point, la souplesse réglementaire. Je pense que ça peut permettre de changer les choses et l'État modèle aussi. L'État, je parle des différents paliers de gouvernement. Est-ce qu'Étienne, on a encore des questions? Absolument. Bien, parlant de changer, on peut simplement changer ce qu'on peut mesurer. Donc, question en lien avec les indicateurs. Comment tous ces bénéfices environnementaux, économiques, sociaux des symbioses industrielles sont mesurés, puis comment c'est utilisé par la suite pour diffuser, partager la bonne nouvelle, puis inciter à l'action? Ah, ben là, je pense que c'est une question pour Claude. Oui, ben en fait, on s'affaire à développer des indicateurs qui sont facilement mesurables, hein, parce que ça, c'est l'enjeu. Et puis, je pense que c'est un des
un des bons coups de la communauté Synergie Québec, de se partager cette base-là d'indicateurs pour se comparer les uns les autres, puis qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Maintenant, ces informations-là permettent de faire des bilans comme celui que je vous ai présenté, mais permettent aussi d'attirer l'attention sur d'autres entrepreneurs qui pourraient emboîter le pas, qui voient qu'il y a des gains à faire, et puis que ça vaut le coup finalement de s'intéresser à ce qu'on a dans nos containers. Je ne sais pas, Émilie, si tu veux ajouter quelque chose sur l'utilisation de ce que tu as fait. Il y a deux éléments. D'abord, le premier, c'est que ça nous permet aussi de démontrer à nos bailleurs de fonds ce à quoi on peut contribuer. Puis c'est important. On l'a parlé tantôt, les réseaux Synergie Québec, Récit Québec notamment, a beaucoup financé dans les dernières années et heureusement. Et puis l'autre élément, on a un doctorant qui a fait sa recherche sur les retombées de symbiose industrielle et il avait choisi le Kamouraska et La Rochelle en France. Et la conclusion, très simple, c'est au-delà de tout ce qui est mesurable comme retombée, la plus grande retombée des symbioses industrielles et des démarches d'économie circulaire, c'est du qualitatif. Ça se mesure très peu, c'est-à-dire les interrelations, la résilience, les liens sur la recherche dans les territoires aussi, puisque souvent les institutions de recherche sont sollicitées. Et tout ça, c'est ce qui est finalement la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Ça prend un peu des deux, finalement, du quali et du quanti. Quand on ajoute tout ça, on voit qu'il y a vraiment, puis là, on va faire un jeu de mots, mais il y a vraiment des synergies. Étienne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une bonne question en lien avec un peu notre panel d'hier sur se loger, donc la construction, l'environnement bâti. Comment on peut faire le lien entre urbanisme et économie circulaire pour que les deux puissent se parler puis faciliter les choses? Ben, Josée, on va y aller parce que le défi de l'urbanisme à Montréal, je pense qu'il est important. Donc, on va commencer avec vous. Oui, en effet, là, je pense qu'il y a un beau lien à faire. Je fais allusion notamment au plan d'urbanisme aussi de mobilité. Donc, il y a des opportunités au niveau de la réglementation, faire évoluer les pratiques. Mais je pense que ce qui est le lien le plus intéressant en matière d'économie circulaire, c'est l'éco-construction. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Nous, de notre côté, c'est un des secteurs qui est prioritaire dans le cadre de notre feuille de route en économie circulaire. Parce qu'on le sait, les impacts environnementaux des constructions neuves est énorme. Donc, il y a un potentiel de valorisation. Puis, dans notre cas, à Montréal, on est dans du cadre bâti existant, souvent patrimonial, dans beaucoup de cas. Donc, il y a un enjeu d'être capable de bien recycler puis de développer des nouveaux créneaux pour justement le recyclage des matériaux de construction puis de la réutilisation dans des rénovations ou des constructions. Donc, je pense que c'est un défi colossal, là, parce qu'il va falloir créer des opportunités, des débouchés de marché, mais il y a un potentiel énorme en matière d'économie circulaire. Émilie, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose chez vous au Bas-Saint-Laurent? Ben oui, alors assurément il y a l'enjeu de mobiliser la matière, donc comment on construit, avec quels matériaux et dans une perspective qui sera adaptable et déconstructible ou réemployable, mais surtout quand on regarde les analyses de cycle de vie, c'est la consommation qu'on va en faire de ces bâtisses-là et les externalités, c'est-à-dire l'énergie, mais aussi où elles sont situées par rapport au transport, par rapport à l'éloignement des pôles urbains. Souvent les impacts sont là. Ah ben ça, oui, effectivement. Est-ce que, Claude, vous évaluez ça justement au niveau de l'urbanisme? Quels sont les potentiels et pour mieux accompagner les différents partenaires? Non, nous, notre action va se situer davantage au niveau de la gestion des rebuts de construction. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? On sait que c'est quand même un secteur qui contribue pas mal là, au niveau de ce qu'on génère comme déchets. Donc, c'est comment on peut réduire ça, comment on déconstruit plutôt que démolir, comment on trie sur les chantiers les différents matériaux et puis vers quelle filière on les dirige, là. Il faut que ça ait du sens aussi au niveau financier. Donc, c'est toujours un enjeu, mais il y a beaucoup d'éducation à faire aussi de ce côté-là. Ben, c'est intéressant parce que c'est ça, chacun a son rôle et on l'a vu hier avec Adams, la déconstruction, c'est pas du tout la démolition. Il y a des procédures, des nouvelles façons de faire qu'on doit développer. On l'a vu avec, il a même automatisé, son entreprise a même permis d'automatiser la déconstruction. Donc, il y a moyen de faire les choses autrement. Étienne, une petite question pour la fin?
Absolument. Bien, pour ceux qui s'intéresseraient à aller de l'avant, ça serait quoi les prochaines étapes, les premières étapes pour un territoire ou une région qui veut aller de l'avant avec des projets territoriaux en économie circulaire? Là, il nous reste pas beaucoup de temps, donc c'est un défi de synthèse que vous avez. Alors, on va commencer avec Josée, les défis pour un territoire pour enclencher le processus. Ben moi, je pense que la base, c'est l'écosystème, là. Ça fait que je pense qu'il faut se joindre à ce mouvement. Puis là, aujourd'hui, on a des exemples de ce mouvement. Donc, première étape, c'est joignez-vous au mouvement. Puis par la suite, c'est vraiment de structurer une démarche, une feuille de route, puis se donner des objectifs. Un pas à la fois. Merci, Émilie. Oui, s'entourer, collaborer. Souvent, on pense qu'on va se démarquer seul parce qu'on a une bonne idée. Alors oui, souvent, mais souvent, ça suffit pas. On a besoin des autres. Et puis, garder en avant, essayer aussi de regarder ce qui nous caractérise sur le territoire, que ce soit nos dynamiques économiques ou nos ressources. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, Claude? Bien, c'est une bonne nouvelle pour le mot de la fin. Restez Québec nous a mandaté pour établir un guide, une feuille de route pour les territoires. Donc, ça s'en vient. On est en train de travailler là-dessus avec nos amis des CRE de l'Outaouais et de la capitale nationale. Donc, d'ici Noël, j'aime pas parler de Noël quand il fait beau, mais d'ici Noël, ça va être diffusé. C'est un autre objectif, Noël. On a quand même les vacances d'été entre les deux, Claude Maheu-Picard, oui. Émilie Dupont et Josée Chiasson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Étienne, pour toutes ces questions du public. On voit que ça intéresse beaucoup et on veut initier le mouvement. Et justement, de façon à l'initier, on a besoin d'outils. Alors, pour la pause, on aura des outils pour le territoire. Aujourd'hui, on vous invite dans l'univers de l'économie circulaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept, mais qu'est-ce que c'est réellement? L'économie circulaire, c'est repenser son entreprise pour faire mieux en intégrant la notion de cycle de vie. Découvrez dans cette vidéo comment les rejets de l'un peuvent devenir les ressources de l'autre avec cet exemple de symbiose industrielle. Brasser 800 litres de bière, ça en fait de la drèche. Donc la drèche, ce sont les résidus de brassage. C'est en grande partie de l'orge maltais qui est utilisé pour produire la bière. Actuellement, la drèche est relevée par des partenaires privés et part directement à l'enfouissement. Donc la drèche n'est pas utilisée, ce qui est vraiment dommage puisque la drèche représente vraiment une belle matière première de deuxième génération parce qu'elle apporte de très belles valeurs nutritives. L'enjeu principal, c'est que la drèche est produite à peu près dans les mêmes heures par tous nos brasseurs dans chaque restaurant. Et quand il s'agit de relever et d'avoir un cycle court pour conserver la drèche dans les meilleures conditions, ça devient un problème. J'ai été contacté par Synergie Montréal pour participer à une matinée d'affaires. Mettre en contact des entrepreneurs inspirants, ça me passionne. Un atelier de maillage, c'est une activité qui dure 2-3 heures et durant laquelle on invite à la fois les générateurs et les preneurs potentiels d'une matière problématique, par exemple la drèche. Durant cet atelier, notre objectif, c'est de créer des maillages en direct entre deux entreprises et d'identifier rapidement quels sont les chaînons manquants de la chaîne de valeur. On invite aussi des experts techniques et des partenaires publics ou des représentants d'associations sectorielles pour adresser rapidement les enjeux et faciliter le passage à l'action. Donc une matinée d'affaires qui a été stimulante et puis qui nous a permis de rencontrer des partenaires actuels, Jonathan et Louise. Mais là, Synergie Montréal, eux, avaient différents partenaires au niveau des microbrasseries qui les ont approchés en nous disant « Pouvez-vous nous aider à trouver une solution pour nos drèches? » Nous, on travaillait déjà à développer les farines de drèche, puis on était déjà dans une démarche d'emmener le modèle qu'on avait à l'heure actuelle, à le rendre beaucoup plus large et disponible à un plus grand nombre de partenaires. Donc pour moi, l'atelier de maillage nous a vraiment permis d'être mis en relation, par exemple, avec les 3 brasseurs. Salut, allez chercher votre drèche. Donc le travail de Jonathan, c'est de valoriser notre drèche et de la déshydrater pour la transformer en farine. Et au terme des discussions, avec plusieurs partenaires du comité de développement durable chez 3 brasseurs et avec Jonathan, on s'est dit que cette farine pouvait revenir à nouveau sur nos tables, dans la forme de pain à hamburger notamment. La farine qui est déclassée dans le processus, on a une partie, un pourcentage qui ne sera pas assez fin pour se retrouver dans des recettes. Donc c'est cette partie-là que là, on a trouvé des nouveaux partenariats avec une entreprise qui s'appelle Tricycle. Au fil de nos expérimentations, on a découvert les meilleurs procédés pour déshydrater la drèche, pour la broyer et aussi pour l'intégrer dans les proportions adéquates dans la diète qu'on va donner aux insectes. J'en connais qui vont aimer ça.
À ce jour, on est à 93% d'intrants qui sont issus de l'économie circulaire dans nos élevages. Et bientôt, grâce au projet avec Still Good, on va intégrer plus de drèches dans notre production, nous permettant de passer à 100% de matières résiduelles valorisées à l'aide de nos insectes. Notre rôle, c'est vraiment de rassembler tous les ingrédients pour faciliter la réalisation d'une synergie entre deux entreprises. Notre rôle, c'est aussi de s'assurer que les entrepreneurs soient bien entourés. Avec notre expérience en économie circulaire, on est aussi capable de poser les bonnes questions pour soulever les verrous et aussi faciliter la réalisation de synergies. En fait, les drèches, pour nous, c'est une partie des intrants qui va aller nourrir les insectes. Quand les insectes ont mangé, ils laissent derrière un fumier et ce fumier-là peut être valorisé comme amendement organique utilisable en agriculture biologique ou encore comme agent qui aide à protéger les plantes contre les agresseurs, que ce soit les stress environnementaux ou les stress biologiques qui pourraient être présents dans l'environnement des plantes. Ainsi donc, nos déchets chez Tricycle deviennent une ressource pour les producteurs végétaux. Mon nom est Elisabeth Morin, agente du Fonds Éco-Leader pour la région de Montréal. Je fais partie d'un réseau d'agents dispersés à travers le Québec, dont notre rôle est de supporter les entreprises dans le développement de projets porteurs en développement durable. Que ce soit en efficacité énergétique, gestion des matières résiduelles ou approvisionnement responsable, le Fonds Éco-Leader est là pour financer les étapes préalables à l'implantation de vos projets.